Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce webinaire sur la maîtrise durable des boîteries en élevage bovin laitier. Il s'agit du deuxième webinaire sur ce thème. Un premier webinaire a eu lieu le 12 novembre et un replay est disponible que nous pourrons vous renvoyer et qui sera en ligne dans pas très longtemps. Donc, je me présente, je suis Aurore Duvauchel-Ouaché de l'Institut de l'élevage et je vais donc animer ce webinaire avec mon collègue Denis Faradji. Donc, tout d'abord, quelques mots d'introduction. Donc, en fait, ce webinaire est organisé suite à la mise à jour d'une méthode d'intervention qui se nomme « Maîtrise des boîteries dans les troupeaux laitiers ». Une première méthode avait été créée en 2011 dans le cadre d'un projet de recherche CASDAR. Donc, sa création a été financée par le ministère de l'Agriculture. Elle a été mise à jour en 2014 dans le cadre de l'UMT Maîtrise de la santé des bovins. Donc, sa mise à jour a été financée par le ministère de l'Agriculture. Et suite finalement à de nouvelles connaissances, on s'est dit qu'il était nécessaire de nouveau de la mettre à jour. Donc, on a travaillé dessus en 2024. Et donc, cette mise à jour a été financée par le CNIEL. Donc, ces guides ont été à chaque fois élaborés en concertation avec plusieurs acteurs du monde agricole, conseillers, vétérinaires, pédicures, enseignants et chercheurs. Et donc, la version 2023-2024 a été faite par Antoine Périquet de la NPB, Isabelle Delaunay du CFPP à Dureux, Anne Relin de l'UMR Bioépar, Catherine Lutz pour la SNGTV, Ludivine Perrachon pour GDS France, Yannick Saillard pour Alliance, Marc Delacroix pour Delacroix Formation et donc moi pour l'Institut de l'élevage. Donc, cette version 2024 sera disponible dans les prochains jours, elle va être mise en ligne. Et elle se compose de 3 documents. Un premier document qui permet de décrire la méthode, comment la mettre en place en élevage, quelles sont les données à collecter, comment fait-on pour identifier les facteurs de risque qui s'expriment, comment on fait pour mettre en place le plan d'action et pour suivre finalement la façon dont ce plan d'action est mis en place dans l'élevage. Cette méthode est accompagnée de documents de référence qui détaillent finalement un peu plus chacun des propos qui sont donnés dans la méthode d'intervention. Et des documents de collecte sont proposés pour collecter l'ensemble des données pour bien mettre en place cette méthode d'intervention. Donc finalement, en fait, ce sont 3 documents qui sont étroitement liés. Donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de vous faire d'abord quelques petits rappels sur les causes principales de boiterie et sur le principe de la méthode d'intervention. Et ensuite, on abordera les facteurs de risque. Quels sont-ils? Comment mettre en évidence ceux qui s'expriment dans l'exploitation? Et donc, on parlera des facteurs qui sont liés à l'habitat, les facteurs de risque liés à l'alimentation et les facteurs de risque qui sont liés à la conduite sanitaire. On aura ensuite un temps de questions avec vous, donc via le chat. N'hésitez pas à mettre tout au long de la présentation vos questions dans le chat. Et donc, toute cette intervention va se faire à plusieurs voix avec des personnes qui ont participé donc, à la mise à jour de ce guide. Donc, tout d'abord, Isabelle, je vais te donner la parole donc, sur les causes principales des boiteries et la méthode d'intervention. Bonsoir à tous. Merci Aurore. Donc effectivement, lors du précédent webinaire, on vous a expliqué un petit peu la démarche, de voir comment on pouvait détecter une vache qui était boiteuse, quelles étaient les lésions qu'on pouvait voir et les maladies qui étaient associées. À jour en France, quand il y a une boiterie sur une vache, très grosse majorité, c'est un problème de pied. Alors, on peut avoir également des fractures, des luxations, des tendinites. Et le plus gros des soucis viennent du pied. Et quand ça vient du pied, ça vient majoritairement des pieds arrière. On a également des boiteries qui sont sur les pattes avant. Et on voit depuis ces dernières années qu'on a une augmentation sur le nombre de pattes avant. Mais est-ce que c'est dû à ce qu'on fait plus de parage préventif sur les pattes arrière ou parce qu'on a des nouveaux facteurs de risque qui arrivent dans les exploitations et qui font augmenter le nombre de boiteuses sur les pattes avant? Seul l'avenir nous le dira pour pouvoir voir comment ça évolue dans les années à venir. Au niveau des pattes arrière, on a des lésions qui concernent soit la peau, donc au niveau de l'espace interdigital, soit les onglons
au niveau de la boîte cornée. Et sur les pattes arrière, la physique et la mécanique de la vache font que sa boîte essentiellement sur l'onglon qui frappe le sol, celui qui a le plus de report de charge quand la vache bouge son bassin, donc l'onglon extérieur. Et à contrario, sur les pattes avant, on est plutôt sur des boiteries sur des onglons internes. Pour réaliser un audit de boiterie tout à fait pertinent, il faut impérativement lever les pieds des vaches pour savoir de quoi elles boitent. Et pour cela, on va noter l'ensemble des lésions qui sont présentes sur les pieds. Donc, il y en a 25 qui ont été répertoriées. On va noter la lésion et le niveau de gravité qui est associé, ainsi que sa localisation. Et pour ça, on va noter naturellement les lésions qui font boiter, mais également les lésions informatives, pour pouvoir avoir plus d'informations au niveau des pieds des vaches et ne pas passer à côté justement de facteurs de risque qui sont présents. Quand on parle facteurs de risque, donc on a 3 grandes familles de facteurs de risque qui sont présents sur l'animal. Donc on a tout ce qui est l'animal en lui-même, donc avec son âge, sa production, son comportement, sa génétique, sur lequel on ne peut pas vraiment changer ces facteurs de risque-là. Derrière, on a tout ce qui est gestion sanitaire de l'élevage, donc ce que fait l'éleveur, ce qu'il fait en détection, en prévention, en traitement, comment il s'occupe de ses animaux. On a tous les facteurs de risque qui concernent l'habitat, donc le logement, les sols, l'humidité, les temps de boue, les temps de pâturage. Et également l'alimentation, donc sur lequel on va regarder l'état corporel des animaux, l'état des bouses et bien sûr la qualité de la corne. Pourquoi on s'intéresse aux facteurs de risque? Parce qu'on se rend compte qu'à l'heure actuelle, le passage du pareur ou juste les soins de l'éleveur ou juste du vétérinaire ne sont pas suffisants pour enrayer les boiteries dans les troupeaux. La pénurie de pédicures dans certaines régions aggrave encore le problème. Et donc, on se retrouve avec des troupeaux qui boitent de plus en plus et sur lesquels juste le parage n'est plus suffisant pour endiguer cela. Et donc, pour ça, il faut arriver à faire une approche globale pour essayer d'améliorer les choses sur plusieurs volets. Quand on parle de facteurs de risque, il faut savoir ce que c'est qu'un facteur de risque. Donc, c'est vraiment une caractéristique de l'environnement ou de l'individu qui, lorsqu'elle est présente et surtout s'exprime. C'est-à-dire qu'on peut avoir des facteurs de risque présents dans un bâtiment, mais qui ne s'expriment pas. Du coup, le risque est nul et on ne va pas forcément s'y intéresser. Donc, qui s'exprime au sein d'une population ou d'un système d'élevage et qui donc augmente la probabilité de développement ou de persistance d'une maladie, donc d'un état pathologique ou d'une association d'état pathologique. Donc, dans le livre, le guide de maîtrise des boiteries, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui sont proposés, qui sont hiérarchisés. Et donc, l'objectif, c'est de les mettre en évidence et de pouvoir proposer des solutions qui sont appropriées, tout en prenant en compte les attentes et besoins des éleveurs. C'est vraiment l'éleveur qui va être maître de sa demande sur une démarche de maîtrise des boiteries. En fonction donc de ses besoins, on va pouvoir lui apporter des solutions qui sont appropriées. Donc, dans le guide, vous trouverez une démarche complète qui intègre la prise de rendez-vous au démarrage et la présentation des plans d'action pour l'éleveur, pour lui expliquer comment ça va se passer, où ça va se passer, combien de temps ça va durer, avec qui et quels documents il doit pouvoir fournir et ce qu'il va avoir à faire. Donc, chacune des étapes est successivement à mener par quelqu'un qui est formé à l'audit d'élevage. Et naturellement, l'éleveur est impliqué dans chacune de ces étapes. Le premier point qui a été vu la dernière fois, c'est l'auto-évaluation de l'éleveur, ses attentes. Est-ce qu'il considère que son troupeau boite un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? De voir, de lui poser les questions, quoi, combien, où, depuis quand, voir un petit peu quelles sont ses attentes. Ensuite, on va préparer les interventions.
avec un certain nombre de données historiques. Le jour de l'intervention, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va noter? En l'occurrence, faire du parage, donc refaire un relevé de lésions, estimer le nombre de boiteuses et les catégories de vaches et analyser ces données pour voir s'il y a des lésions qui sont dominantes et voir quel degré de gravité il peut y avoir. Donc ça, c'est tout ce qui a été vu lors du précédent webinaire. On ne coupe pas d'un audit de boiterie en allant faire une visite dans l'exploitation, en allant observer les vaches, en allant observer l'ensemble des bâtiments. Donc on va vraiment aller s'intéresser de visu à ce qui se passe sur les vaches. Donc on va faire un tri en fonction des lésions qui ont été observées sur les pieds, puisque les facteurs de risque sont différents selon les lésions qu'on peut observer. Et donc l'objectif, c'est de connaître les lésions présentes pour pouvoir aller chercher des facteurs de risque qui s'expriment par rapport à ces lésions-là qui font perdre de l'argent à l'éleveur. Yannick, qui va arriver par la suite, donc va vous présenter les différents facteurs de risque. Donc les facteurs de risque liés à l'habitat, essentiellement les temps debout prolongés, les chocs sur les pieds, l'humidité, les défauts d'hygiène. Tout ce qui va être lié ensuite à l'alimentation, donc les états d'enclassement des animaux, qualité de la corne, la consistance des bouses, et tout ce qui est facteur de risque lié à la conduite sanitaire, qui est tellement important au niveau des boiteries, donc avec la sous-détection et méconnaissance des boiteries, des éleveurs, des techniciens, toutes les mesures de prévention qui sont réalisées, qui sont ou pas réalisées ou mal réalisées, tout ce qui est traitement qui est réalisé sur les pieds des vaches. Des fois, on a des troupeaux sur lesquels il y aurait un bon nombre d'animaux qui sont à réformer ou des troupeaux sur lesquels il n'y a absolument pas de sélection qui a pu être faite sur les animaux. La suite de cette démarche propose donc des recommandations, un plan d'action, également une estimation de l'impact économique des boiteries et de la rentabilité qu'on peut espérer en mettant en œuvre ce plan d'action. Et l'objectif donc est de suivre les boiteries et de réaliser des évaluations de mesures au fur et à mesure du temps et de suivre en fonction des facteurs de risque s'ils ont évolué ou pas pour continuer à maîtriser les boiteries dans le temps sur le cheptel. Merci Isabelle. Je vais pouvoir laisser la place à Ludivine. Merci beaucoup. Donc Ludivine, en effet, est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous présenter les facteurs de risque liés à l'habitat, s'il te plaît? Oui, bonsoir à tous, merci Aurore. Donc du coup, je vais vous parler des facteurs de risque liés à l'habitat. Alors, dans un premier temps, donc le bâtiment, c'est un facteur très important par rapport au risque d'apparition de lésions podales, mais aussi d'aggravation des lésions podales. Ce facteur de risque peut être aggravé en fonction du type de logement et principalement au niveau des logettes. Et ce sera d'autant plus exacerbé que les animaux y passent de temps dans le bâtiment. Donc voilà, donc la conception, l'entretien et l'utilisation du bâtiment par l'éleveur est importante pour gérer ces facteurs de risque. Donc du coup, dans la démarche, dans un premier temps, on va observer les animaux et voir quels facteurs de risque s'expriment. On va regarder voilà, comment ils se comportent dans le bâtiment et en pâture. Ensuite, en fonction de ce qu'on aura vu sur les animaux, on va aller observer le bâtiment, faire des mesures sur certains éléments. Et puis ensuite, on posera les questions à l'éleveur sur ses pratiques et sur tous les points qu'on n'a pas pu voir le jour de l'intervention. Donc, dans les facteurs de risque, les risques qui sont liés au temps prolongé debout, donc subi ou induit pour les vaches. Après, il y a tout ce qui est risque subi par rapport au choc sur les pieds et la qualité des sols. Et puis après, il y a tout ce qui est les problèmes liés à défaut d'humidité, problèmes d'hygiène sur les aires de vie des animaux. Alors au niveau du temps debout prolongé, dans la vie courante d'une vache en stabulation libre, où elle serait libre de se faire ce qu'elle veut, entre guillemets, et que le couchage est suffisant, elle passe entre 10 à 14 heures couchée. Donc du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que le couchage, il doit être confortable et facilement accessible.
et les contraintes de rester debout de façon statique, donc il ne doit pas dépasser 1h30 par traite, donc 2 fois par jour, quand il y a 2 traites par jour. Faire attention à cet impact-là, vis-à-vis en fait de la posture de l'animal et le risque en fait par rapport, voilà, la charge du poids sur la patte, donc sur la 3e phalange, où en fait on a le risque avec la compression du potoderme et après donc la création de voilà d'ulcères de la sole, de cerises. Et puis la posture debout qui peut créer voilà tout ce qui est blême circonscrite et blême diffuse. Donc après, quand on va observer les animaux, l'important c'est de voir voilà comment les animaux vont se coucher. Est-ce qu'ils se couchent normalement? Est-ce qu'ils se relèvent normalement? Est-ce qu'ils ont des difficultés à se relever? Après, au niveau de l'identification de la position anormale des vaches dans les logettes, est-ce qu'il y a des vaches qui restent perchées dans les logettes? On va regarder voilà si les vaches se couchent de façon de travers dans les logettes. Après, on va regarder si les animaux sont répartis sur l'ensemble de l'aire de vie. Alors, surtout quand on a des aires paillées, vérifier qu'elles soient couchées de façon homogène. Est-ce qu'il y a des zones où il y a une surdensité d'animaux ou pas? Ensuite, on va vérifier si on voit des lésions, alors par exemple des tarsites ou alors des zones d'abrasion au niveau des abrasions ou de la dépilation, par exemple au niveau du garrot. Après, on va regarder aussi le comportement des animaux. Est-ce qu'il y a de l'attente alors au niveau, par exemple, du robot, est-ce que les primipares vont facilement au robot, rentrent facilement dans le robot? Après, au niveau des périodes chaudes, on va regarder s'il y a un allaitement trop important sur les animaux. Et puis à l'abreuvement, on va regarder si les animaux boivent correctement, c'est-à-dire est-ce qu'elles mettent le nez dans l'eau et aspirent ou si plutôt elles lapent. Et donc là, c'est un comportement anormal à l'abreuvoir. Et est-ce qu'il y a des temps d'attente aussi au niveau des abreuvoirs? Alors aussi, pour l'observation des animaux, il y a la possibilité d'utiliser des caméras ou le time-lapse sur 1 à 3 jours. Après, c'est le temps après de visionnage. Et ça permet de voir en fait voilà, les temps où les animaux sont bloqués au cornadi, par exemple. Ça permet de calculer des indicateurs de confort par rapport au couchage, de vérifier aussi est-ce que les animaux se répartissent partout dans le bâtiment la nuit, par exemple, aussi. Donc voilà, donc selon ce qu'on a pu voir sur les animaux, derrière, on va aller sur le bâtiment et faire des mesures si besoin. Donc par exemple, au niveau des logettes, si on s'est rendu compte voilà, qu'il y avait beaucoup de vaches qui étaient perchées, qui n'allaient pas se coucher, on va les mesurer. Est-ce que les logettes sont adaptées au gabarit des animaux? Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle sur le devant des logettes pour empêcher les vaches de se relever correctement et du coup, elles hésitent à se coucher et elles restent plus longtemps debout. Un autre point important, c'est de compter le nombre de logettes, de vérifier qu'il y ait une logette par vache. C'est indispensable. Au niveau des aires paillées, vérifier que la surface en air paillé permet à toutes les vaches de se coucher. Au niveau des surfaces de couchage, on va regarder si le paillage est correct, par exemple dans des logettes, si la logette elle est confortable ou l'air paillé pas trop humide. Ensuite, on va regarder le nombre de places au cornadi. Est-ce qu'il y a suffisamment de place au cornadi ou est-ce qu'il y a de la concurrence à l'auge? Le nombre de places et l'accès aux abreuvoirs. Donc, on va regarder aussi où sont placés les abreuvoirs, s'ils sont dans des zones qui peuvent être dans des couloirs un peu restreints. Est-ce que le nombre d'abreuvoirs est suffisant? Et puis, on va regarder aussi la qualité de l'eau. Au niveau des abreuvoirs aussi, si par exemple il y a des animaux qui lapent, on va vérifier tout ce qui peut être courant parasite, qui peut vraiment perturber les animaux car ils sont très sensibles. Pareil aussi pour si par exemple il y a des logettes qui sont bien dimensionnées mais par contre qui ne sont pas utilisées, on peut vérifier si on n'a pas des courants parasites. Et puis après au niveau du stress thermique, donc il y a la possibilité aussi de faire des mesures pour vérifier au niveau de la température et des vitesses de l'air. Par exemple, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'animaux debout à un endroit en période estivale où en fait elles vont chercher des vitesses d'air un peu plus importantes pour se rafraîchir. Et puis alors après, donc toutes les questions qu'on peut poser à l'éleveur parce qu'on les a pas forcément vues lors de l'intervention. Donc voilà, le temps de traite, si on n'a pas assisté à la traite, demander à l'éleveur combien de temps dure la traite. S'il y a de l'attente au robot. Après, après la traite, si l'éleveur bloque les animaux au cornadi, combien de temps?
Ensuite, l'utilisation, est-ce qu'il fait du pâturage? Est-ce que les animaux sortent? Si oui, en combien de temps? Est-ce qu'elles sortent toute la journée? Est-ce qu'elles sortent la nuit? Après, on peut lui demander aussi sur l'aire de vie, est-ce que les animaux sont bien répartis dans le bâtiment et à toute saison? Parce que voilà, si on intervient en période estivale, on ne sait pas l'hiver si c'est la même chose ou pas. Et puis après, au niveau des changements d'habitat pour les transitions, donc savoir comment est le logement des génisses ou des taris, si elles ne sont pas dans le même logement des vaches que les vaches laitières. Après, pour tout ce qui est facteurs sur les risques sur les chocs sur les pieds, alors on va déjà observer au niveau des animaux leur comportement. Donc les animaux, les vaches entre elles, comment elles se comportent, est-ce qu'elles sont calmes, est-ce qu'elles sont agitées, est-ce qu'il y a des animaux craintifs, en fait des vaches un peu craintives qui vont fuir un peu rapidement, elles risquent de se blesser. Le comportement aussi vis-à-vis de l'éleveur. Après, sur tout le circuit des animaux, on va regarder comment elles se déplacent, est-ce qu'elles hésitent, est-ce qu'elles glissent, est-ce qu'il y a des zones qu'elles évitent. Et puis après, au niveau de la place, du positionnement des vaches à l'auge aussi, on va voir comment elles se comportent à l'auge et surtout par rapport aux liens qu'on peut avoir sur les lésions sur les pattes avant. Et donc du coup, selon ce qu'on a vu sur les animaux, on va aller sur le bâtiment et vérifier sur les surfaces d'aire d'exercice, est-ce que les dimensions des couloirs de circulation sont suffisants? Est-ce qu'ils ne sont pas trop étroits? S'il n'y a pas trop de cul-de-sac, est-ce qu'il y a des obstacles sur le passage des animaux? Est-ce qu'il y a des marches? On va vérifier que les zones de circulation sont suffisantes, que les marches ne soient pas trop hautes, que les cornadis soient installés correctement, que les passages entre logettes soient suffisants, que les sols ne soient pas trop abrasifs. Alors comme on peut le voir sur la photo, le vieillissement des bétons, derrière on peut avoir le ferraillage qui ressort, et donc qui peut être blessant. Et puis après, si on peut avoir accès aussi aux pâtures, d'aller voir l'état des chemins pour l'accès aux pâtures, s'il y a des cailloux, s'il y a des trous, s'il y a de la pente, etc. Et donc, les questions qu'on peut poser à l'éleveur, alors si le bâtiment il est récent, lui demander si les bétons ont bien été neutralisés avant la mise avant de mettre les animaux dans le bâtiment. Lui poser la question au niveau du pâturage, donc s'il y a du pâturage ou pas, à quelle période, les chemins d'accès, dans quel état ils sont, est-ce qu'il y a des cailloux si on n'a pas pu aller le voir. Et puis, comme tout à l'heure, au niveau des transitions, au niveau des génisses et des vaches taries, demander comment sont les bâtiments, est-ce qu'elles sont surarpaillées ou est-ce qu'elles sont dehors et qu'elles passent tout de suite en bâtiment en phase de préparation au vélage, ou si elles ont un temps d'adaptation ou pas. Et donc le dernier point sur tout ce qui est humidité et défaut d'hygiène, donc le souci par rapport à l'humidité, donc c'est la multiplication bactérienne et le risque de contamination. Donc du coup, on va aller observer l'état de propreté des pattes, on peut faire des notations. Et donc, si on a un pourcentage d'animaux élevé où l'état de propreté n'est pas bon, on a une note plutôt élevée, donc à 3, on va aller se poser des questions sur la qualité des surfaces de vie dans le bâtiment ou sur la pâture. Donc, on va regarder est-ce qu'il y a des excès d'humidité sur les aires de couchage et de circulation. Est-ce qu'il y a des excès à des endroits où le raclage n'est pas suffisant? On va regarder au niveau des abreuvoirs, l'hygiène aussi vers la table d'alimentation. Un point aussi important, donc il y a tout ce qui est humidité au sol via le raclage, mais aussi humidité dans le bâtiment. Donc on va vérifier la ventilation du bâtiment, c'est-à-dire est-ce que il y a de la condensation dans le bâtiment, est-ce qu'il y a un excès d'eau d'ammoniac dans le bâtiment, est-ce que les surfaces ventilantes sont bouchées. Puis après, selon l'orientation, est-ce que l'éleveur a pu mettre en place à côté du bâtiment, est-ce qu'il n'a pas modifié la ventilation du bâtiment. Et puis après, au niveau des pâtures, c'est toujours la même chose, c'est d'aller vérifier que les chemins d'accès au pâturage, dans quel état ils sont, est-ce qu'il n'y a pas des zones boueuses, surtout aux sorties des bâtiments, avec un excès d'humidité, et autour des râteliers ou des abreuvoirs au niveau des parcelles.
Et donc du coup, si on n'a pas pu voir, c'est demander donc à l'éleveur, voilà, combien de fois par jour, les aires de vie sont raclées? Est-ce que le bâtiment voilà, la fréquence de curage, l'état des chemins, si par exemple on fait la visite en plein été et on ne sait pas trop ce qui peut se passer quand il y a du pâturage à l'automne ou au printemps, quand il y a des zones un peu plus humides. Donc voilà, il faut demander un peu à l'éleveur comment ça se passe et dans quel état sont les chemins. Et de la même façon, lui demander voilà, la répartition des animaux dans le bâtiment, parce qu'il peut y avoir aussi, selon la saison, par exemple en hiver, des animaux qui vont se regrouper sur une zone du bâtiment parce qu'il y a des courants d'air sur une autre. Et donc du coup, voilà, générer en fait une zone un peu boueuse, quoi. Et voilà. Merci beaucoup, Ludivine. Merci. On va aborder maintenant les facteurs de risque liés à l'alimentation. Yannick, est-ce que je peux te donner la main, s'il te plaît? C'est bon. Super. Bonjour à tous. Donc, Yannick Sayarv est au conseil en représentation ici d'Eliance, donc la fédération d'ensemble des entreprises de contrôle de perf, conseil en élevage et mise en place et reproduction. Donc, on va aborder effectivement la partie des facteurs de risque liés à l'alimentation. Donc, avec 3 dimensions. La première liée à l'état d'engraissement des animaux et de l'amaigrissement notamment. La deuxième sur la qualité de la corne et la troisième partie sur la qualité des bouses en lien avec l'hygiène podale. Voilà. Alors sur le premier point autour de l'état d'engraissement et de l'amaigrissement, donc il est important de prendre en compte, les coussinets plantaires, ces fameux coussinets plantaires qui ont un rôle d'amortisseur tel qu'on peut les voir là sur la diapo. Si vous voyez le pointeur. Et donc, il y a une corrélation qui est bien identifiée entre la fonte des coussinets plantaires et l'apparition des lésions podales, que ce soit donc, les blêmes, l'ouverture de la ligne blanche, mais aussi blême circonscrite, ulcère, cerise, en lien notamment avec la protubérance osseuse au niveau de la troisième phalange. Et l'objectif pour limiter ça sera donc d'éviter un amaigrissement trop important des animaux. Comme on sait qu'il y a une corrélation directe linéaire entre l'amaigrissement et l'épaisseur des coussinets plantaires, qui font environ 1,2 cm. Et donc, si on perd environ 3 mm, on va perdre un quart de l'épaisseur de ces coussinets, d'où l'impact ensuite au niveau du pododerme. L'objectif au niveau des vaches sera du coup d'avoir un amaigrissement limité et de ne pas aller en deçà d'une note de 2,5 en début de lactation notamment. Alors, à quel moment on observera cet amaigrissement? Au moment du déficit énergétique physiologique de début de lactation, qui est bien identifié de tous, mais aussi à d'autres moments en lien avec des facteurs externes, donc maladies, problématiques alimentaires. C'est là où on pourra distinguer d'ailleurs si ça concerne plus l'ensemble du troupeau sur une problématique alimentaire globale ou des animaux individuellement. Et au travers de ça, du coup, on identifie bien que donc évidemment la boiterie fait maigrir, mais là on identifie bien le fait que l'amaigrissement aussi va faire boiter, en ayant toujours en tête ce décalage dans le temps entre le facteur de risque initial, l'impact de ce facteur de risque et l'apparition de la boiterie 1 à 3 mois après, en lien avec l'installation de la lésion et la pousse de la corne. Alors, qu'est-ce que je vais observer en élevage, ou qu'est-ce qui va me permettre de mieux identifier ce déficit énergétique? Donc, des vaches anormalement maigres en début de lactation, mais pas que, ça peut concerner, comme on vient de le voir, d'autres stades de lactation. Et puis, si on cherche à aller plus loin, parce que parfois l'amaigrissement ne sera pas nécessairement marqué visuellement, mais on va chercher à identifier des facteurs témoignant de ce volet métabolique, notamment au travers des taux, donc sur des TB, taux butyraux particulièrement élevés en tout début de lactation, sur le premier contrôle notamment, traduisant la lipomobilisation. Des TP, taux protéiques bas, inférieurs à 27-28 sur les 2-3 premiers mois de lactation, ou
un écart TB-TP important sur les premiers mois de lactation, en tenant compte évidemment des moyennes habituelles pour le troupeau qui reflèteront aussi le contexte génétique du troupeau au regard des taux. Et ça peut être intéressant de le conduire aussi justement sur les vaches qui sont boiteuses pour voir si sur leur historique, on a identifié ce type d'observation. Ce déficit énergétique, on peut l'identifier aussi au travers de l'analyse des corps cétoniques, bêta-OH, mais aussi des acides gras non estérifiés dès la phase de fin de tarissement. Que ce soit en analyse directe dans le sang ou dans le lait, ou indirect via des spectres NIR. Et au final, donc je vais estimer que je suis sur un seuil à risque lorsque j'aurai plus de 15% des vaches une cétose subclinique identifiée. Donc voilà pour la partie déficit énergétique. Alors vous l'avez observé, remarqué, on n'a pas cité l'acidose subaiguë sur la première diapo initiale. Donc voilà, donc cette fameuse acidose subaiguë, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est aujourd'hui controversée dans sa présence éventuelle, à savoir est-ce qu'il y a réellement une baisse de pH, un impact négatif sur les animaux, mais tout particulièrement ici dans le lien par rapport au volet boiterie. Quand on regarde des jeux de données à échelle régionale où on peut relier les boiteries et les données de relevé de parage avec des données concernant les élevages, il y a toujours un lien marqué entre il y a un lien significatif entre les boiteries, les ions podales avec donc le système d'élevage et lié au bâtiment, comme vient de l'évoquer Ludivine, tout particulièrement donc l'ogette et tout particulièrement l'ogette en conduite lisier, et associé aussi l'absence ou la faible part de pâturage, le pâturage étant améliorateur. Et dans ces analyses-là, il n'y a pas de lien direct avec le niveau de production, enfin quel que soit le niveau de production, ou le niveau d'apport de concentré. Et des niveaux de production élevés ou des rations qui pourraient être qualifiées à risque ne sont évidemment pas que présentes dans des systèmes logette. Donc voilà un petit peu tout ce qui peut être présent autour de cette potentiellement dite acidose. Par contre, on peut observer des choses au niveau du rumen, qu'on qualifiera de déviation fermentaire, qui peut se traduire par des variations au niveau des taux, à voir si elles sont effectivement impactantes sur les animaux, mais si elles le sont, ça se traduira par de l'amaigrissement, et donc ce qu'on vient de voir juste auparavant, avec un impact effectivement sur le pododerme en lien avec cet amaigrissement. Hop, pardon, j'arrive pas à les définir. Sur la qualité de la corne, donc l'objectif est qu'elle soit suffisamment résistante, tout particulièrement leur corne et muraille et sol, et notamment muraille avec le report de poids que présentait tout à l'heure Isabelle. Il faudra donc faire attention à l'apport de l'ensemble des nutriments et notamment minéraux qu'on voit juste après. Et puis l'ensemble des autres facteurs pouvant altérer la fabrication de la corne, facteurs métaboliques, flux sanguin, atteinte du pododerme, qui correspond en fait au mécanisme d'apparition des différentes lésions podales, mais aussi d'autres causes au niveau du pododerme, comme les lésions associées, donc la dermatite digitale au niveau dorsal qui va pouvoir impacter la synthèse du pododerme. Sur le volet minéral, donc on sera important d'identifier un défaut d'apport prioritairement et de voir après au niveau qualitatif selon ce qui est apporté. C'est surtout le défaut d'apport qui pourra poser problème, à relier aussi en lien avec le niveau de production des vaches qui traduira à l'export. Sur ce volet minéral, si on veut traduire des recommandations, c'est assez difficile de trouver des repères précis autour de ça. Mais on peut tout particulièrement citer les apports en oligo-éléments mis en avant suite aux travaux de Méchy et présentés sur le tableau ci-dessous. Alors, plus rapidement sur le volet bouse-molle, l'impact est indirect au travers de l'hygiène des pieds, qui seront donc plus sales et comme l'a présenté Ludivine tout à l'heure, avec un impact sur les lésions infectieuses.
Il faut dans ce cas pouvoir identifier les causes des bouses molles, donc typiquement pâturage, excès de concentré, que ce soit azoté ou concentré de production, et l'impact donc sur les pieds qu'on pourra traduire via l'observation de la propreté des animaux, et le test de la botte par exemple pour évaluer la consistance des bouses. Dernier point sur l'eau, même si ici on la reprend, mais elle n'est pas directement présente en lien avec le volet alimentaire. C'est plus si on a donc une disponibilité en eau insuffisante liée au nombre d'abreuvoirs, à des débits, places insuffisantes, courants parasites, comme évoqué tout à l'heure, qui vont favoriser un temps passé debout plus important. Ou l'autre élément, donc en lien avec l'humidité des pieds, comme aussi évoqué juste avant sur le volet bâtiment, donc en lien avec des fuites à abreuvoir, présence d'humidité autour des points d'eau, et sans oublier la problématique du lavage de la salle de traite si on ne passe pas le racleur juste après, si on conserve une mare au niveau de l'aire d'exercice. Donc voilà pour cette partie alimentation. Merci beaucoup Yannick. On va maintenant aborder la partie sur les facteurs de risque liés à la conduite sanitaire, donc qui sera faite à la fois par Antoine Périquier et par Anne Relin. Donc, est-ce que c'est bon pour vous, Antoine et Anne? C'est bon? Ok, super. Merci. Bonjour, Antoine Périquier, pédicure bovin depuis 25 ans. Je viens au nom de l'ANPB, l'Association nationale des pédicures bovins. Et bonjour, Anne Relin, donc enseignante-chercheur à Oniris, donc dans une unité mixte, je travaille avec l'école vétérinaire de Nantes et l'INRAE. Donc, les facteurs de risque, la conduite sanitaire, au niveau de la sous-détection des boiteries ou la méconnaissance des lésions. En fait, au niveau des élevages, pour que l'éleveur s'approprie aussi les choses, il faut arriver à détecter les boiteries, mais quotidiennement, et les quantifier, et surtout avoir vraiment le niveau de gravité. Ne pas avoir que les lésions archigraves en ne quantifiant pas les débuts en fait de boiterie. Donc c'est assez important de lister l'ensemble des lésions aussi et leur gravité. On a souvent des mesures de prévention qui sont absentes ou inadaptées, mais il faut pouvoir aussi les quantifier. On a aussi dans cette conduite sanitaire un traitement des vaches boiteuses ou inadaptées qui est fait beaucoup trop tard. Alors, faute de détection ou faute de moyens aussi pour les traiter à temps. On a parfois un manque de sélection génétique, même si ça prend du temps d'avancer au niveau de ce facteur de risque et puis d'avancer au niveau génétique. Quand rien n'est fait, on peut prendre du retard. Et on a, au niveau de la conduite sanitaire, un manque parfois de réforme des animaux boiteux de manière chronique et incurable. C'est-à-dire que si on a des animaux dont on ne sait pas au parage gérer les lésions, des lésions assez compliquées, type nécrose par exemple, il va falloir envisager quand même une réforme à moyen terme. Et le fait de ne pas avoir suffisamment de renouvellement pour sortir ces animaux-là peut faire aussi qui complique en fait le parage et donc l'état du troupeau. La sous-détection des boiteries et la méconnaissance des lésions. Alors les boiteries sont souvent sous-estimées par les éleveurs. Ils prennent en compte souvent les lésions les plus graves lorsque l'animal est vraiment avec un pied par exemple qui se lève. Et en fait, avant ces derniers stades, il y a toute une évolution qui est rarement prise en compte, faute de connaissances, de temps d'observation. Et c'est aussi important de se rapproprier donc ces observations qui doivent être quotidiennes et ne pas laisser les choses s'aggraver. Tout doit être pris en compte au niveau des boiteries.
Et dans ces retards, en fait, on observe des aggravations et des lésions qui deviennent chroniques et puis qui sont beaucoup plus compliquées à gérer. Donc, dans les explications qui sont possibles et qu'il faut remettre en face, donc c'est souvent une habituation. Les signes cliniques ils se mettent en place petit à petit et les gens s'habituent à les voir. Et en fait, voilà, les éleveurs sont de plus en plus avec des troupeaux de grande taille, avec de moins en moins de temps, et il y a une certaine lassitude qui peut se mettre. Et en fait, au niveau des audits, il faut qu'ils se réapproprient leurs problèmes et il faut les mettre devant le fait accompli et qu'ils aient aussi des indicateurs pour savoir à quel moment est-ce qu'ils ont dévié. L'impact économique qui est non visible de suite, mais il faut pouvoir quantifier en fonction de la gravité des lésions un peu le coût. On a parfois un manque de connaissance des éleveurs la problématique boiterie n'est pas forcément bien prise en compte dans l'enseignement agricole. Et on se retrouve parfois avec des éleveurs qui n'ont pas suffisamment de connaissances par rapport aux problèmes qui évoluent de plus en plus. Le manque de temps ou de main-d'œuvre, c'est clair que ce qui se faisait il y a 25 ans avec 40 vaches, beaucoup moins de problèmes. Aujourd'hui, on se retrouve avec des éleveurs qui sont confrontés à des troupeaux de 100 vaches, voire plus, et qui manquent de temps pour se poser, pour observer, avant de pouvoir vraiment intervenir. Les boiteries légères et modérées, difficiles à diagnostiquer, ça prend un petit peu plus de temps que la vache qui est immobilisée dans une logette, bloquée, ou qui n'arrive pas à se coucher, c'est clair aussi. Mais pourtant, c'est là où on a des meilleurs résultats si on a observé, si on intervient très précocement. Et donc la conduite sanitaire, forcément, passe par une prise en charge précoce, rapide et adaptée aux boiteries. Donc, il faut profiter de l'intervention pour identifier et reconnaître ensemble. Alors, les vaches boiteuses, donc ces temps d'observation, elles sont forcément nécessaires et elles ne peuvent se faire que en dehors en fait des soins habituels. Bon, ça se fait pas depuis la mélangeuse dans l'allée. Il faut prendre le temps d'observer les animaux, donc leur posture, la manière dont elles se comportent, si le dos est droit, si elles sont gênées sur un membre. Ça doit se faire en statique, donc ça peut se faire quand elles sont debout immobiles, mais quand elles sont aussi attachées au cornadi, mais ça peut se faire aussi en dynamique lorsqu'elles marchent. Il faut guetter, scruter quotidiennement tous ces gènes qu'ont les animaux, si les pieds sont pas bien posés au sol, si le dos est voûté, si l'animal a une démarche qui est saccadée. Et ensuite, les lésions podales, donc ça peut se faire que le pied levé. Donc, à chaque fois qu'il y a une gêne sur un animal, il faudrait lever le pied et pas 15 jours ou un mois après. C'est pas quand on appelle le pareur et puis quand il a des disponibilités, ça doit se faire le jour même, idéalement, et observer les lésions dans les premiers stades, quoi. Et il faut enregistrer les notations pour avoir donc un historique, pour avoir la gravité et puis pouvoir prendre des décisions après, justifier d'un parage collectif, de périodes, de suivre un peu le troupeau. Demander, voir si l'éleveur vérifie l'absence de lésions de dermatite en salle de traite. Donc ça, c'est pour la salle de traite. Les gens qui ne prennent pas le temps en salle de traite d'observer parce que la cadence est trop importante. C'est plus compliqué encore au robot, mais ça doit se faire pareil. Quand il y a une gêne, il faut pouvoir prendre le temps d'observer. En fait. Et si, le suivi de la dermatite, c'est un problème d'éleveur, c'est pas forcément un problème de professionnels autour. Ça doit se faire aujourd'hui pour éviter leur gravité, pour éviter les contaminations croisées et avoir une gestion une guérison qui soit beaucoup plus rapide qu'avec vraiment des lésions qui ont un fort impact. Le parage préventif, donc point crucial dans la gestion de la santé des pieds chez les vaches. Est-il fait? Fréquence, par qui, quand, sur quels animaux? Il faut déjà faire un état des lieux et savoir si c'est vraiment adapté, s'il ne faut pas, plutôt qu'une fois par an, repasser en petite série, si
on ne fait pas toujours les mêmes animaux, si la personne qui fait le parage préventif est suffisamment formée, s'il est efficace. Ça peut être contre-productif aussi, hein, ça il faut bien en avoir connaissance. La désinfection collective des pieds en cas de dermatite digitée, donc quel système est mis en place dans les dimensions, est-ce que c'est adapté, est-ce que c'est efficace, est-ce que la fréquence elle est bien suivie sur toute l'année, sur quelle période, est-ce qu'il y a des périodes vraiment un peu plus intenses au niveau du travail et puis que c'est pas fait régulièrement. Donc pareil, les modalités d'utilisation, les produits, les quantités, voilà, la biosécurité vis-à-vis de la dermatite digitée. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont introduits dans le troupeau? Est-ce que les pieds sont vérifiés? Est-ce que voilà, une prise en charge est complète? Qu'est-ce qui pêche si on a vraiment un problème de dermatite digitée? Les traitements absents ou inadaptés d'identification. Donc voilà, ça fait pour la majorité des lésions, il faut arriver à bien les identifier pour avoir un parage curatif. Donc il faut que les gens soient formés à la détection des lésions et que le traitement curatif il soit vraiment adapté. Donc ça passe par une formation ou de l'éleveur ou du pareur et une réponse. Voilà, si on veut avoir des soins qui soient efficaces, il faut une bonne observation et un parage curatif adapté. L'injection d'antibiotiques en première intention, donc bien sûr uniquement pour le panari. Hein. C'est la seule lésion qui nécessite un traitement antibiotique. Voilà, c'est coûteux, c'est dangereux, la qualité du lait. Il faut que ce soit vraiment fait sur un panari. Ça incombe à l'éleveur s'il le fait, au vétérinaire, à tous de bien arriver à identifier les lésions. Et ça ne peut se faire que le pied levé. Délai entre la détection des boiteries et le traitement, c'est souvent ce qui pêche. Il faut que ça soit simple de lever un pied, il faut que ça soit fait voilà, dans la journée ou dans les 3 jours qui suivent. Et le type de traitement, est-il adapté aux lésions? Qui fait le parage? Nécessite d'être formé? C'est souvent ce qui pêche. Il y a des formations pour les éleveurs, mais il faut vraiment qu'ils s'attellent à ça, étant donné que les lésions dans les troupeaux augmentent avec le zéro pâturage, avec le manque de personnel. C'est à eux à prendre les choses en main. Merci beaucoup, Antoine. On va pouvoir passer la parole à Anne pour les diapos suivantes. Ok, merci, ça va être rapide pour terminer. Alors, je ne sais pas si vous voyez déjà la diapositive suivante. Je ne la vois pas, moi. Non, je pense que... Hop, attends, je clique dessus, c'est bon. Donc, du coup, pour la fin, donc les derniers points au niveau de la conduite sanitaire, ça va être tout ce qui va être au niveau de la génétique et des réformes. Donc, sur la génétique, il y a eu des programmes de sélection qui ont été mis en place. On s'est rendu compte qu'effectivement, on avait une héritabilité des lésions podales, quelles qu'elles soient, qui est faible, mais qui est quand même présente. Et donc là, par exemple, sur cette courbe, vous avez la sensibilité des taureaux et le fait que les filles présentent ou pas des lésions de dermatite digitale. On se rend compte que moins les taureaux sont sensibles, moins leurs filles présentent des lésions de dermatite digitale. Donc les réalitabilités faibles, certes, comme pour la plupart des troubles de santé, mais par contre, on a quand même une variabilité génétique qui fait qu'on peut sélectionner avec des effets qui vont être à moyen, long terme, que ce soit sur les lésions non infectieuses ou infectieuses. Donc, on a différents index qui ont été développés. Donc là, par exemple, vous avez un index qui est représenté pour la Primolstein et la pie rouge, avec un index qui va être résistance aux lésions infectieuses. Donc celui-là, il comprend en grande partie la dermatite digitale, mais également un petit peu la limace et puis l'érosion du talon. Et puis, vous avez un autre index qui est résistance aux lésions non infectieuses, donc qui, lui, comprend les 2 grandes lésions qui font boiter au niveau de la corne, donc ulcère de la sole et ouverture de ligne blanche, et puis les lésions qui leur sont
liés, quoi, la blême circonscrite et blême diffuse. Donc voilà, le fait de sélectionner des animaux sur ces critères-là va permettre petit à petit d'améliorer. Ça fait pas tout, hein, il faut bien sûr maîtriser le reste, mais en tout cas, ça peut aider à contrôler les lésions podales en élevage. Du coup, quand on recherche ces facteurs de risque, alors il va falloir demander pour le coup aux éleveurs s'il y a une sélection génétique qui est faite ou qui est envisagée, et voir si ça peut être un souhait, en tout cas une piste pour tenter d'améliorer la situation au niveau du troupeau. Et puis le dernier point au niveau de la conduite sanitaire, on en a déjà un tout petit peu parlé, mais c'est le manque de réforme. Et ça, malheureusement, c'est quand même le cas dans un certain nombre de troupeaux qui font qu'on a des animaux qu'on va voir plusieurs fois, au fur et à mesure des visites qu'on va voir boiter, puisque finalement, ce sont toujours les mêmes qui sont avec des lésions chroniques et qui n'arrivent pas à guérir. Donc ça, pour essayer d'identifier ça, il faut pouvoir avoir un bilan sur les 12 voire les 24 derniers mois et essayer de pister si finalement ceux qui sont vus boiteux ne sont pas toujours un peu les mêmes. On peut avoir un peu une idée aussi avec les rangs de lactation, si on a plutôt des animaux qui sont atteints, qui sont en multipare, ça peut donner un petit indicateur que ce sont des animaux qui sont atteints de manière chronique. Et donc, il faut discuter aussi également avec l'éleveur pour les stratégies de réforme, et essayer de voir avec lui les possibilités qu'on a de réformer et voir identifier les vaches qui seraient souhaitables de réformer pour éviter de les garder dans le troupeau boiteuse sans espoir d'amélioration. Et je vais laisser la parole du coup à Aurore pour conclure. Merci beaucoup. Donc, merci pour toutes ces interventions. Donc, en effet, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la maîtrise des facteurs qui favorisent les boiteries dans les élevages, ça va finalement permettre d'avoir une maîtrise durable de ce problème dans l'élevage et que leur mise en évidence, finalement, se fait via une démarche très complète qui s'appuie sur la situation de l'élevage vis-à-vis des boiteries et des lésions podales qui sont présentes dans le troupeau. Ça s'appuie également sur l'observation des animaux et sur les retours et constats de l'éleveur. La mise en place finalement des plans d'action pour être efficace doit absolument se faire en concertation avec l'éleveur et finalement la mise en place de ces plans d'action et l'efficacité pourra se mesurer grâce à un suivi régulier et programmé sur plusieurs mois. Donc il ne faut surtout pas oublier le suivi après la mise en place des plans d'action. Eh bien, merci à tous, du coup, pour votre participation. Merci à toutes les personnes qui ont présenté chacun une partie. Merci également à toutes les personnes qui ont participé à la mise à jour du guide. Donc, ce webinaire ainsi que le précédent vont être mis en ligne. Donc, on vous enverra un mail pour vous donner l'adresse à laquelle vous pourrez retrouver ce webinaire. Eh bien, bonne soirée à tous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous recontacter. Bonne soirée. Au revoir.